Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr. Avec moi sur ce plateau, comme chaque mardi, le duo magique Nicolas Fiol, journaliste pour Football Club de Marseille, et Mourad Arts, également journaliste pour Football Club de Marseille. Merci messieurs d'être ici avec moi sur ce plateau. On est content, belle victoire. Voilà, belle victoire, on va en parler, on va en débattre. Alors justement, au programme de cette émission, on va se poser la question existentielle du jour, ou elle est existentielle ou elle n'est pas existentielle. Je ne sais pas, c'est l'irrégularité de l'Olympique de Marseille. Eh oui, on est capable du meilleur face à Caen dimanche soir et du pire contre Guimarães par exemple, ou c'était le cas aussi Guimarães. Ou même Lille le week-end dernier. On évoquera aussi dans le petit débat, on fera une petite comparaison d'effectifs entre l'OM et l'OL qui pourrait jouer peut-être la troisième place, peut-être un duel OM-OL, on verra, on en parlera, ça sera le petit débat. Et comme dans chaque débat foot Marseille, on va commencer par l'humeur du jour. Et c'est toi Nicolas, tu vas t'y coller, tu vas nous parler de mon ami Luis Gustavo. C'est donc une bonne humeur. C'est donc ta bonne humeur et tu vas venir ici prendre place pour en parler. C'est maintenant, c'est l'humeur du jour. Alors, ma bonne humeur, parce qu'elle est bonne, c'est sur Luis Gustavo, notre capitaine, qui a fait encore un match énorme dimanche face à Caen. Je voulais parler de lui parce que, mine de rien, plus ça va, plus il est bon, et plus ça va, plus on se dit que c'est le taulier. C'est le taulier, et c'est un Sud-Américain. Il a des tatouages, je sais pas les gars, il a des tatouages Ah, il en a pas mal. Ouais. Et finalement, les Sud-Américains, la grinta, la classe, la passe, il a tout Gustavo, il a tout. Donc des joueurs comme ça, on aimerait bien en avoir un peu plus dans cet effectif. Et ce que je voulais souligner, c'est que, est-ce que ça ne serait pas le vrai capitaine de cette équipe? Parce que là, il est capitaine parce que tonton Pat, on ne le reverra plus, sûrement, désolé. Que Dimitri Payet est blessé. On aurait pu attendre Ravi, non, c'est Gustavo. Mais je me dis que même quand Payet sera revenu, est-ce que ça ne mériterait pas que notre ami Gustavo, il garde ce brassard? Parce que là, on l'a vu face à Caen à la fin du match, il est torse nu, il ne craint pas le froid, il a peur de rien. Il ramène tous les joueurs saluer les virages, c'est un vrai leader, il est respecté par tout le monde. Donc je pense que Gustavo, c'est l'emblème de ce projet et c'est un super joueur, donc ça doit être le capitaine de cette équipe. Donc c'est ma bonne humeur, je suis content d'avoir un joueur de ce talent dans cet effectif. Mourad, notre cher ami Nicolas, il s'emporte un peu quand il veut voir… Absolument pas, il est complètement dans le vrai. Parce que je rajouterais même que c'est un leader par l'exemple, un capitaine par l'exemple, parce que tu as parlé de tonton Pat, et c'est important d'avoir des bonnes performances sur le terrain pour que les autres acceptent de te suivre. Et lui, c'est ça, donc c'est pas qu'un capitaine parce qu'il a l'expérience et tout, c'est parce qu'il montre l'exemple sur le terrain, il montre l'exemple à l'entraînement, il montre l'exemple dans son professionnalisme, bref, il montre l'exemple. Dans son attitude. Dans son attitude, c'est un vrai capitaine, c'est ça. C'est complètement d'accord avec lui. Ça ouvre un autre débat, celui du brassard. Est-ce qu'il fallait le donner à Payet? Est-ce que ça, c'est pas une petite erreur aussi? Payet, c'était la star du recrutement hivernal, mais… Ouais, mais on sait aussi qu'il n'a pas… C'était une personnalité aussi C'était une manière de le responsabiliser, c'était pour lui dire voilà, t'es important, pour aussi mettre un peu plus d'importance. Moi, ça m'a toujours fait penser au brassard qui avait été donné à Pires, sa deuxième saison. Un super joueur, Pires, mais il n'a jamais eu l'âme d'un capitaine. Mais c'est parce qu'il parle français, Payet aussi. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Il y a aussi le fait que finalement, Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui a pas un capitaine, il y en a toujours 4-5. Il a beaucoup insisté dessus. Donc, c'était une manière de me dire symboliquement, je te donne de l'importance. Symboliquement, je veux que tu en fasses beaucoup. Symboliquement, tu es le capitaine. Voilà. Donc, après est-ce que… Et t'arrêtes les conneries sportives. Ouais, bon, après… On va parler de ça sportive, mais… Non, mais tout va bien. Même pas. Après, est-ce que si Payet il est pas fou sur le terrain, mais au niveau du capitaine, mais que tu as Gustavo et que tu avais un Evra qui était dans ce qu'on pouvait attendre de lui, Evra, Rami Mandanda, bon, on s'en fout un peu du brassard de capitaine à la limite, j'ai envie de dire. Mais bon, ça lui va tellement bien que pourquoi s'en passer? Allez, on arrête là-dessus et on passe au gros débat pour parler de l'irrégularité de l'Olympique de Marseille. Et oui, on a vu le beau visage dimanche contre Caen, mais on a vu d'autres visages aussi moins séduisants quand même. Allez, on en parle tout de suite. C'est le gros débat.
Alors messieurs, on va parler de l'irrégularité de l'Olympique de Marseille car on a vu un super match quand même dimanche contre Caen, une victoire 5-0, début du jeu, tout ça, donc c'est régalé, c'est régalé. Les supporters aussi. 3 jours avant, là c'était quand même bien différent. Alors moi j'étais pas là-bas, mais bon le spectacle c'était pas génial quand même. C'était pas qu'en tribune quoi. Non, c'était pas extraordinaire du tout et on est un petit peu habitué à ça quand même. Des matchs à haute intensité et puis 3 jours après. Tu peux me remonter à une semaine avant face à Lille où c'était loin d'être terrible. Hein. Voilà. Alors, Nico, pourquoi une telle différence déjà en 3 jours Il y a plusieurs facteurs. Déjà, Guimarães, il n'y avait pas l'équipe type. D'une part, il a fait jouer des joueurs par leur poste, encore une fois, Sanson, couloir à gauche et Lopez, couloir droit, même si ça bouge beaucoup. C'est pas, Contre Lille, tu avais l'équipe type. Contre Lille, tu avais l'équipe type. Mais bon, c'était à l'extérieur. À l'extérieur, on sait qu'ils sont beaucoup plus attentistes. Mais ça n'explique pas tout. Hein, ça explique pas tout. Ils n'arrivent pas tout le temps à produire du jeu et surtout à avoir ce bloc haut qui a permis exceptionnellement face à Caen d'avoir un Mitroglou qui touche des ballons. Même s'il n'a pas été bon lui. Par contre, il a eu des ballons alors que la plupart du temps, le pauvre attaquant, que ce soit Mitroglou, NJ ou Germain, devant, il n'a pas de ballon. Et quand le bloc est enfin haut et que ça combine, là on a vu que ça a combiné un peu partout. C'est ça qui change. Et ça, ils ont du mal à le faire à chaque fois. Quoi. Moi, je pense qu'il y a autre chose aussi, il y a les scénarios des matchs. Parce que si on met Guimarães mis à part, moi la question que je me pose par rapport à Caen, c'est si on avait marqué dans les 5 premières minutes, est-ce qu'on aurait continué de jouer? La question que j'ai envie de me poser, parce que cette équipe, qu'elle soit capable de jouer, j'en suis sûr et certain, ils l'ont prouvé plein de fois cette année. On a un effectif qui est largement au-dessus d'un effectif moyen de Ligue 1, on a du talent, on peut combiner, on peut faire des choses, mais le problème, c'est pas qu'on ne sait pas jouer, c'est qu'on s'arrête de jouer la plupart du temps. Donc c'est ça. Donc moi je pense que ça dépend beaucoup des scénarios des matchs aussi, de si tu t'ouvres le score rapidement, si tu le fais pas. D'ailleurs, on peut même se souvenir que l'an dernier, le moment où on joue pas trop mal en novembre-décembre, on gagne 2-3 matchs aussi 3-0 contre Nancy, contre Lille. Et on galère aussi à marquer. Et on galère à marquer en première période. On attaque, le gardien adverse fait des parade sur parade. En seconde période, on ouvre le score et puis ça se goupille bien. Quoi. Donc moi, il y a ça aussi, il y a le scénario du match. Mais sinon, c'est sûr que cette équipe, elle a du talent et qu'elle peut produire du jeu. Mais tu crois que c'est que l'histoire de scénario? Est-ce que tu ne crois pas qu'à l'extérieur, il n'y a pas des consignes aussi de dire si vous marquez, vous attendez et on joue mais tu fais la même chose à domicile. Regarde contre Angers, tu ouvres le score, après tu te planques un peu derrière. Angers, quand même à domicile, pardon, tu as le public quand même qui pousse un peu plus, qui est là, donc ils sont. Alors là, c'est vrai que contre Caen, on a quand même été impressionné par le fait de voir Marseille du début à la fin jouer. Il y a eu un petit temps creux après le 3-0 quand même. Aller de l'avant, jouer très haut, avoir le ballon. 80% de possession de balle en première mi-temps. Mais ça, c'est vrai que ça rejoint ce que dit Mourad. Je crois que Gustavo, il marque à 42e. 43e. Bon, ils ont poussé toute la première mi-temps, ils ont eu plein d'occasions entre les ratés des uns et des autres et les parades de Donc en gros, ce que dit Mourad, c'est si jamais l'OM avait ouvert le score à la 10e minute, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, voilà. Mais peut-être que si l'OM avait marqué dans les 20 premières minutes, le score aurait été moins. Peut-être aussi que Rudy Garcia leur avait donné. En deuxième mi-temps, ok, il marque à la 55. Il marque 2 buts très vite. 2 buts très vite. Mais quand ils reviennent des vestiaires, ils ont d'entrée, ils sont repartis quand même sur les mêmes bases pour aller. On avait vu ça aussi un peu contre Toulouse, mais après on peut pas savoir. C'est peut-être aussi une question d'intention. Peut-être que là, Rudy Garcia, il leur a dit là après ce qui s'est passé cette semaine, etc. Il faut qu'on fasse oublier ce qui s'est passé par une bonne prestation sur le terrain, et ils en sont capables. Donc ils l'ont fait. Ils l'ont fait contre Toulouse aussi. C'était plutôt abouti contre Toulouse au Vélodrome. Donc voilà, c'est peut-être une question d'ambition dans le jeu, de ce que Rudy Garcia demande aussi, ce qu'il leur donne avant le match. Il leur dit là maintenant vous donnez tout, etc. Et peut-être un peu ça. Ce qui est clair effectivement, c'est qu'à l'extérieur, les consignes sont différentes. On l'a bien vu. Plus frileux, plus coach Ligue 1 à l'extérieur. Alors si on revient juste sur le turnover, est-ce que faut arrêter cette histoire de turnover De toute façon, il ne va plus avoir trop le choix. Parce que s'il veut se qualifier, s'il veut sortir des phases de poule… parce qu'il a aussi pas mal répété ces derniers temps qu'il va avoir 10 matchs en 30 jours et qu'il va forcément falloir faire du turnover. Mais s'il perd à Konyaspor, il sera pas bien. J'ai entendu dire aussi après Guimarães qu'il allait tirer quelques enseignements de cette contre-performance. Oui, parce qu'il n'a pas expliqué, mais ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a des joueurs aussi qui ont montré que… Il y a ça, mais moi je pense qu'il ne va plus avoir le choix. Parce que là, si on regarde le classement et les matchs qui restent à venir, s'il perd
à Konyaspor. Konyaspor passe devant au classement et tu n'es plus qualifié. Et puis il faudra voir aussi ce que Salzbourg et Guimarães font de l'autre côté. Oui, mais même peut être dans l'absolu, n'importe quel résultat, je sais pas, tu peux moi, mettre dernier du groupe. Lyon, bon, on parlait tout à l'heure dans le petit débat, mais Lyon, ils n'ont pas fait tourner jeudi. Je sais pas, j'ai pas regardé le match. Ils ont collé combien à Saint-Etienne? Bon, après, il faut en effet être capable de jouer 2 matchs dans la semaine, mais ça, c'est pas nouveau. On a déjà eu par exemple Didier Deschamps, qui est un bon coach français, qui était toujours dans la gestion aussi. L'Europa League, il te l'a envoyé valser rapidement lui aussi. Donc, il y a aussi quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le prochain match contre Konyaspor, tu n'as pas intérêt à faire tourner. Parce que si tu es intelligent… Si tu te plantes en Europa League, ça va faire tâche. Tu vas te le reprendre dans la gueule bien sûr, toute la saison. Bah oui, tu galères toute une année pour arracher une Coupe d'Europe. Si c'est pour pas la jouer comme ça, c'est pas possible. Moi, je pense que là où il s'est trompé Garcia, c'est que faire tourner, oui, on peut un peu. Lui, il a fait tourner à chaque fois en profondeur 6-7 joueurs, donc c'est trop. Et tout ça pour justifier les résultats du week-end après. Mais je pense qu'il s'est trompé parce qu'il aurait pu, par exemple sur ce match-là, Guimarães, qui est quand même une équipe portugaise qui est assez faible, là, il aurait pu mettre l'équipe type en se disant que derrière, il joue quand, mais après, c'est la trêve. Donc les joueurs, ils pouvaient se reposer après. Donc gagner ce match-là, après, ils pouvaient faire tourner pendant 2 matchs. Donc la qualif en poche, c'est beaucoup plus facile de faire tourner que quand tu n'as pas la qualif en poche. Quoi. Et puis, ok, c'est un mini-championnat, tu peux te refaire sur les autres matchs, mais en termes d'image, c'est pas bon. aller perdre contre Guimarães, alors que… Mais je pense que le truc de se dire, c'est que… C'est ultra mauvais quand même. Mais je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Peut-être qu'il s'est dit, Guimarães, c'est tellement mauvais. Même en faisant tourner, en mettant des joueurs pas à leur poste, ça va passer, à l'arrache, mais ça va passer. Et on sera bien content d'avoir de l'énergie pour gagner le week-end. Mais bon, on était sur le jeu. Il faut se demander aussi si, à Guimarães, justement, le turnover, est-ce que c'est… Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire quand ils arrivent sur la pelouse à Guimarães, parce que tu peux faire tourner à la limite si tu as, comme disait Marouane, une vraie identité de jeu et que tu as un truc, les joueurs sont interchangeables. À Nice, on le voit un peu, même si là, Nice, ça n'a pas été la grande joie ces derniers temps, mais tu peux peut-être le faire. Là, le problème, c'est qu'il faut peut-être s'appuyer plus sur des matchs comme celui de Caen et sur arrêter de jouer avec le frein à main. Que si tu arrêtes de jouer avec le frein à main et que tu joues toujours avec les mêmes intentions de jeu, peut-être que des fois, tu vas te faire contrer, qu'un match que tu aurais pu gagner 1-0, tu vas faire 1-1, etc. Mais après, tu peux tourner aussi plus facilement et à mon avis, tu auras d'aussi bons résultats, quitte à perdre quelques matchs de temps en temps. Oui, c'est ça. Parce que tu vois bien qu'il y a certains automatismes qui se créent avec, par exemple, Anguissa Thauvin sur le côté, Sakai. Plus Sakai, tout ça, ça commence à combiner. Donc, dès que tu t'en sors 2-3 et qu'en plus tu mets des mecs par leur poste, forcément, l'animation offensive, elle marche plus. Quoi. Ouais, parce que c'est vrai que tu as parlé de Sanson et Lopez en milieu excentré, du coup, qui n'étaient pas. Mais à la limite, tu vois, ça aussi, ce que je disais encore une fois à Marouane vendredi dernier, c'est que ouais, mais Bernardo Silva et Lemar, tu vois, ils avaient la position un peu de Maxime Lopez et de Morgan Sanson l'année dernière à Monaco. Et sauf que le problème, c'est qu'ils ne savaient pas quoi faire. Si tu sais quoi faire, ça va, c'est pas grave. Mais si tu ne sais pas quoi faire, voilà quoi. Donc moi, je pense qu'il faut des intentions de jeu. Il faut que ce soit clair. Il faut que l'équipe, elle se mette dans la tête. Maintenant, tous les matchs, on veut les gagner 5-0, pas 1-0. Parce qu'il y a vraiment eu cette idée dans la tête des joueurs depuis le début de saison. Et même si ce n'est pas Rudy Garcia qui l'a mise dans leur tête, il faut qu'ils luttent contre cette idée d'arrêter de jouer avec le frein à main, que 1-0, ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller en mettre plusieurs et qu'il faut écraser ses adversaires. Et que tu peux le faire. Voilà, et que tu peux le faire parce que ça, c'est sûr qu'ils peuvent le faire. Après, on voit et on sent aussi un Rudy Garcia qui est obnubilé par le résultat et le classement, donc le résultat à très court terme aussi. Ça a été le cas forcément début de saison parce qu'il c'était pas, oui, il y a eu une mini-crise quand même de résultats après les deux roustes, Monaco et Rennes. Mais donc il s'est focalisé sur le résultat et c'est peut-être ça aussi qui a conditionné ses choix de… Mais ça, je veux dire, je peux toujours critiquer Rudy Garcia sur plein de trucs, mais parce qu'on a eu l'exemple de Marcelo Bielsa il y a quelques années à l'OM, mais il y a combien de mecs comme Marcelo Bielsa qui ne se focusent pas, qui ne se concentrent pas uniquement sur le résultat. Enfin, déjà des Français, il n'y en a pas pratiquement, il n'y en a pas du tout même, je pense. Donc après, c'est un peu normal. Mais le problème, c'est qu'il faudrait mettre des actes derrière ce genre de phrases comme c'est par le jeu qu'on gagne, c'est par le truc. Je le répète encore. Pour moi, le problème, c'est que les Olympiens, ils ont l'idée de jouer avec le frein à main dès qu'ils ouvrent le score et qu'ils sont trop dans la gestion. C'est ça le problème de cet Olympique de Marseille qui explique son irrégularité. Moi, je pense qu'il y a autre chose par rapport à Garcia, c'est aussi un peu une logique d'entreprise.
avec Hero, ils sont tout le temps dans les chiffres, l'explication par les chiffres. Même si Rudy Garcia, l'autre jour, nous a dit on peut dire ce qu'on veut aux chiffres, oui, mais il le fait très bien, et lui aussi. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont dans une logique comme ça. Donc, forcément, pour se défendre, ils utilisent les chiffres. Et donc là, vu qu'il a des résultats quand même très corrects en Ligue 1, on en attendra en Europa League, parce qu'ils sont encore deuxième et donc qualifiés. Lui, les résultats, il peut se cacher derrière pour l'instant. Alors, si maintenant, en plus, ça joue bien, il n'y a plus rien à dire. Oui. Mais là, en plus, on a aussi l'impression qu'il y a une certaine montée en puissance, c'est vrai, de cette équipe-là. Alors aussi bien individuellement, avec des joueurs comme Gustavo qui sont en train de prendre… lui, il est en train carrément de prendre l'équipe sous son aile. C'est le taulier, mais collectivement aussi. Collectivement, avec le fameux système qui gagne, on fait la blague à chaque fois maintenant. Mais donc ça, petit à petit… on voit la progression. Mais pourquoi aussi? Parce que tu as mis Luis Gustavo dans les meilleures conditions pour jouer. Tu as mis ton meilleur joueur dans les meilleures conditions parce que ce n'est pas une sentinelle. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire le ménage au milieu de terrain seul. Qui aime bien aller de l'avant. Par contre, c'est un organisateur. Si tu lui laisses un peu de place, etc., il devient exceptionnel. C'est peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Donc voilà, tu l'as mis dans les meilleures conditions. Et pourquoi pas, tu mets ton meilleur joueur dans les meilleures conditions. Donc c'est collectif et individuel. Et forcément, quand collectivement ça va mieux, individuellement, tu prends confiance. C'est logique, quoi. On peut reprocher pas mal de choses à Garcia sur le début de saison, mais au moins il a corrigé le tir, justement en mettant Luis Gustavo dans les meilleures conditions, mais aussi en faisant ça, il a renforcé sa défense. On a une défense beaucoup plus solide. Donc ça, c'était très important de faire ça. Et maintenant, on voit que première étape, c'était ça. Et la deuxième étape, maintenant, c'est la progression du jeu collectif et offensif. Et là, on a Anguissa qui de match en match progresse même dans l'utilisation du ballon. On a Thauvin qui est toujours le dynamiteur. Bon, on attend Payet qui est blessé ou irrégulier. On attend que Mitroglou soit au niveau. Il y a encore des bémols, mais on se dit que si ça arrive à progresser, si Payet il distribue le jeu, que Mitroglou marque des buts, l'équipe va commencer à avoir de la gueule, quoi. Donc c'est vrai que contre les grosses équipes, on avait su mettre de l'intensité. Enfin, les grosses équipes, oui, il y a eu Paris, il y a eu ce match à Nice aussi. Et Monaco. Gagné. On n'en parlait plus. Ça, c'était le début de saison. Ça, c'était il y a une éternité, ça. Ouais. On n'en parle plus. Maintenant, si on se met à prendre tous les points face aux petites équipes, finalement… Et qu'on met de l'intensité dans les gros matchs. Et qu'on met… on sera bien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire. Bilan exceptionnel. Non, le bilan, c'est comme dit Jacques-Henri, ça se fait à la fin. Non, mais le bilan comptable, pour le moment, il est très très bon. Et puis, on a 24 points en 12 matchs. Normalement, une moyenne de 2 points. Et la série en cours qui est de… Je sais plus, de 4 victoires, 2 nuls, il me semble. Mais avec des défaites ici et là. En fait, le problème, c'est que c'est dans le contenu maintenant. Il faut que tu aies des séries dans le contenu ou dans le contenu, tu te dises ce match-là, il a été bon, ce match-là, il a été bon, que tu enchaînes et que tu saches que c'est toujours la même chose. Parce que là, c'est un peu le yo-yo au niveau c'est ce qui manque. Voilà, contre Paris, tu fais un excellent match. Après, contre Lille, tu fais un match pourri, mais tu gagnes. Après, contre Guimarães, c'est pourri, tu joues mal. Là, tu gagnes 5-0. Donc, c'est le contenu qui manque à cette équipe. Au bilan comptable, 24 points en 12 journées. Et avant 2011-2012, avant l'arrivée des milliardaires qataris, on disait que c'était un parcours de champion. Franchement, tu avais beaucoup de champions qui finissaient avec 75-76 points. Si tu finis sur ce rythme-là, tu es champion avant 2010, quoi. D'ailleurs, je crois que quand il est champion avec Lille, il a 76 points et nous, on est champion avec 80 ou un truc comme ça l'année d'avant. Bon. Et ce qui est fou dans ce magnifique championnat de France, c'est que tu mets un 5-0 à Caen, au goal average, tu bouges pas. T'as pris des branlées avant aussi. Non, mais par rapport aux… Par rapport aux autres. Lyon comme met 5, Monaco. Mais ce week-end, c'était un peu journée porte ouverte. Ouais. Ouais, c'était journée. Mais c'est aussi parce que il y a peut-être un creuset qui… Un creuset, un creuset qui se creuse. Un fossé qui se creuse, voilà. Voilà, il faut que la roue tourne aussi. Et là, la roue tourne, elle est peut-être en train de tourner pour les gros clubs, justement, parce que là, ils sont en train de… Bon, aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit c'est fini les purges. Non, on se dit pas, on espère. On espère. Avec ce qu'on a vu. Ça a l'air plus solide, mais on a aussi vu Guimarães, on attend de la constance. Ce qu'il disait, maintenant il faut de la constance dans le jeu. Bordeaux, ça va être intéressant à la reprise là. Ça va être un vrai gros test là. Il faut arrêter de gérer. On joue au football, donc jouons au football. Faut qu'ils jouent comme ça à l'extérieur. Arrêtons d'être dans la gestion permanente. Il faut imposer le jeu.
Et voilà, moi je n'oublie pas qu'en début de saison, tu avais quand même Lucas Ocampos qui te disait non mais on calme le jeu et tout contre Angers, contre Rudy Garcia, etc. Ils ont tous fait non mais on calme le jeu quand on menait 1-0. Ça c'est une chose qu'il faut complètement effacer et c'est ce qui nous a causé beaucoup de préjudice. Oui, mais encore une fois, c'était un instant T, il fallait ramener des résultats. Contre Lille. Après contre Lille c'est différent parce que c'est vrai que là tu sors d'un gros match contre Paris dans l'intensité, ce que tu disais. Non mais arrête, contre Strasbourg, derrière, des exemples il y en a plein. Non mais voilà, contre Strasbourg, voilà, pareil contre Strasbourg. Il y a plein d'exemples. Et il faut qu'ils imposent leur jeu. L'OM, comme tu dis, il y a 80% des équipes en Ligue 1 sont inférieures à l'OM. Il faut que dans ces matchs-là, l'OM impose son jeu. Voilà, après contre Paris, Monaco, tu dois jouer sur l'intensité et contre Lyon, ça va être à mano à mano. Ça doit être ça la réalité. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'il a dit contre Strasbourg, contre Lille, dès que tu accélères, tu mets les autres équipes en grande difficulté. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut voir en tant que supporters. On veut voir du football, on veut voir l'OM écraser des équipes qui sont inférieures. Comme tu dis, il ne faut pas avoir peur de prendre un contre. Voilà. Pas avoir peur de ça. C'est le jeu. Tu en marqueras 2. Allez, je pense qu'on a tout dit dans ce gros débat. On va passer au petit débat. Et tu parlais de Lyon. Eh bien, on va parler de Lyon. Est-ce que Lyon a un meilleur effectif que l'OM? Eh bien, on se pose la question, c'est maintenant. Alors, messieurs, on a vu un gros match de l'OM dimanche contre Caen 5-0. Mais il y a aussi l'Olympique lyonnais qui en a mis 5 à l'AS Saint-Etienne et qui reprend du coup la 3e place que l'OM avait quelques heures auparavant. Est-ce qu'on s'achemine vers un duel OM-OL pour cette 3e place déjà, selon vous? Ouais, je pense que c'est un peu le rapport de force entre le PSG, Monaco et puis après on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Je pense que ouais, c'est le duel qui va se présenter à nous. Nico, quand tu as fini de boire, est-ce que tu pourras, s'il te plaît, répondre à la question suivante? S'achemine-t-on vers un duel OM-OL? Je suis d'accord aussi avec ça. Pour la 3e place, bien sûr. Bien sûr, même si il faut rappeler que l'ambition est de terminer à une meilleure place que la saison dernière, ça veut dire 4e. Oui, mais ça peut être aussi 3e, second, premier. Exactement. Toi, tu étais à la conférence de presse l'année dernière. Non, je pense qu'effectivement, Paris est intouchable cette saison, a priori. Monaco revient bien. Jardim est en train de retrouver son équipe, donc ça va être ces deux-là un peu compliqué. Son système qui gagne. Monaco, aujourd'hui, c'est intouchable? Moi, je pense que vu le matos qu'il a et vu ce qu'il a démontré par le passé, Jardim va trouver une équipe qui tourne et ça va être compliqué d'aller les chercher. Moi, je pense que ça va être très compliqué. Donc, effectivement, cette 3e place, ça va se jouer avec Lyon parce que je ne vois pas Nantes avec la pauvreté de l'effectif, même s'ils ont un entraîneur très très malin, très très fort, de tenir sur la distance. Vu que Saint-Etienne commence déjà à être largué et Bordeaux est au fond du trou en ce moment, oui, ça peut faire un joli duel pour la 3e place et je pense que les confrontations directes seront très intéressantes aussi bien au niveau comptable que psychologique. Ouais, mais alors, c'est vrai que Monaco, ils sont pas non plus si. ultra dominants. Là, ils en ont. Monaco, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait de la stabilité, qu'il y ait Jardim, qu'ils ont un axe défensif, Glick, Gemerson, Subasic, Fabinho, qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions l'an dernier, que devant, ils ont perdu du monde, mais qu'ils ont toujours Lemar, même s'il s'est blessé là, et qu'ils ont recruté des mecs comme Keita, comme Jovetic, qui sont des énormes talents. Donc voilà, l'ensemble fait que ça a plus de cohérence et que même s'ils sont plus à lutter pour le titre contre Paris, ils ont quand même 2-3 longueurs d'avance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les rattraper, mais ça semble difficile. Et sur le papier, Lyon, eux, on semble pouvoir les rattraper. Alors justement, on parle de Lyon et qui est le meilleur effectif? On se pose la question parce que dans une interview, notre cher confrère Daniel Riolo lui pensait que c'était Lyon qui avait le meilleur effectif. Vous voulez que je vous lise sa déclaration? Fais donc. Allez. Avec l'intonation? Donc je cite, donc c'est Daniel Riolo qui parle, hein. On est d'accord? C'est pas moi. Je n'aurais pas dit la même chose forcément. Celui qui a le meilleur effectif, c'est Lyon. Ouais, oui. Il y a plus de bons joueurs à Lyon qu'à l'Olympique de Marseille. Pour le moment, Traoré et Memphis, surtout Memphis, ne sont pas à la hauteur du montant de leur transfert, mais il y a assez de bons joueurs à Lyon pour normalement finir 2e ou 3e. Voilà, c'était la déclaration de Daniel Riolo. Je pense qu'effectivement, il y a des bons joueurs à Lyon, ça, on est d'accord avec ça. Mais après, que
l'effectif de Lyon soit meilleur à celui de l'OM, je pense que Lyon a peut-être un meilleur banc, à certains postes en tout cas. Mais sinon, intrinsèquement, si on fait vite fait ligne par ligne, moi je pense que Mandanda est meilleur que le petit Lopez par exemple. La défense, ça se voit à peu près. Rami, Marcelo, ça se vaut. Les latéraux titulaires, il peut y avoir débat. Là où ils ont un avantage, c'est qu'ils ont des doublures pour ces latéraux qui sont supérieurs. Nous, on n'en a pas à droite par exemple, et on n'en a plus à gauche. Donc forcément, ils ont des doublures de ils ont Diakabi aussi. Mais bon, c'est important ça quand même aussi. Oui, c'est important, mais regarde, c'est pour ça on fait le comparatif jusqu'au bout. Au milieu de terrain, on a Gustavo, ils ont Touzard. Je pense que là, il y a un gap quand même. Après, à côté, ils ont Ndombele qui est quand même un bon joueur. Mais nous, on a un jeune Anguissa qui progresse de jour. C'est pas le même genre qui de va joueur. finir par le manger, Zambo. Et je suis confiant en toi, Zambo. Est plus technique, mais Zambo quand même progresse à chaque sortie. Après, offensivement, Thauvin, je vois pas ce qu'il a envie à Traoré. Ni à Traoré, ni à Memphis. D'ailleurs, Thauvin, là-dessus, il apporte quelque chose. Après, Ocampos, c'est en dessous techniquement, mais il apporte autre chose. C'était un peu des intermittents en plus, non en fait, Memphis, c'est un intermittent. Traoré, il est un peu plus régulier. Et puis, après, moi, je pense que là où ils font la différence pour le moment, c'est qu'ils ont un Nabil Fekir qui est au top. Quoi. Et que nous, le joueur qu'on attend… c'est largement au-dessus de notre meilleur joueur. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un instant T. Fekir, en ce moment, il marche sur l'eau. Payet est blessé et inconstant. Voilà. Mais si on revient quelques mois en arrière, Fekir était à la rue. Par rapport à un Thauvin. Non, mais parce que tu dis par rapport à notre meilleur joueur. Mais justement, le problème, c'est que notre meilleur joueur, il manque au rendez-vous actuellement. C'est que c'est Dimitri Payet et qu'il manque au rendez-vous. Offensivement, c'est Thauvin. Non, mais Payet, Thauvin, il est énorme, etc. Mais ce meilleur joueur, ce meneur de jeu, celui que tu as payé le plus, le créateur, parce que Thauvin, il est énorme, etc. Et il nous apporte un plus par rapport à l'effectif de Lyon si tu regardes sur les côtés, etc. Mais celui qui devrait être en concurrence avec Fekir et le regarder droit dans les yeux, c'est Payet. Et c'est là où il nous manque quelque chose cette saison. C'est Payet. On attend qu'il soit au-dessus, qu'il ait des stats à la Fekir et aussi une influence sur le jeu aussi importante que Fekir. Pour le moment, pour moi, c'est là où Lyon fait la différence un petit peu avec l'attaquant. Pour l'instant. On va pas enterrer. Ouais, pour l'instant, on va pas enterrer Mitroglou parce qu'il a malgré tout marqué 2 buts en 4 matchs. Luis Mariano, c'est vraiment meilleur que. C'est un super chanteur. Il a une meilleure voix. Que Mitroglou. Non, mais donc Mariano, il est plus combatif et puis surtout pour lui, ce qu'il a pour l'instant, c'est les stats. Ouais, parce qu'il était dans une équipe aussi qui jouait beaucoup, parce que même avec Mitroglou, même en ratant énormément, il a quand même planté son but quand l'équipe a beaucoup d'occasions et que. C'est sûr que si tu mets un Mitroglou en forme dans l'effectif lyonnais qui tourne bien, je pense qu'il en claque aussi plein des buts. Ouais. Bon, après, il a du talent, Mariano Diaz, et tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule, mais il a du talent. Mais par contre, je pense que Mitroglou peut faire quelque chose d'intéressant. On va voir ce qu'il va nous donner. Mais donc, au final, l'effectif entre OM et OL, ça se vaut, quoi. Non, mais alors on va faire différemment. Si tu pouvais choisir entre l'effectif de l'OL et l'effectif de l'OM, je choisis celui de l'OM parce que je suis tombé amoureux de Gustavo. Et c'est là où, à mon avis, tu fais la différence avec Lyon, c'est que tu as des éléments de grande expérience à des postes clés. Tu as Rami, Mandanda, Gustavo. Il te manque un petit clutch player, là, un Payet, voilà, un Payet, c'est ça. Il te manque Payet. Mais sinon, tu vois, tu as peut-être moins de choix. Il n'y a aucun joueur de l'effectif que tu aimerais prendre dans l'effectif de l'OM. Il y a des joueurs qui sont sympas. Ndombele, il a montré des trucs. Il y a celui surtout, quoi. Il est assez épatant, ce mec, parce qu'il vient d'Amiens. Je sais pas qui c'est. Personne ne le connaissait. Bon, toi, Amiens, avec un S. Avec un S. Et c'est vrai que c'est un joueur qui montre de belles choses. Après, ils ont des latéraux qui sont pas mal. Le petit Mendy, que Marseille s'était intéressé à lui. L'autre Mendy du Havre, un autre encore. Ouais. Il est pas mal comme latéral gauche. Même le petit Tété à droite. C'est pas une mauvaise pioche. Comment va le petit Jérémy Morel? Jérémy Morel, il est titulaire. Écoute, toujours dans sa petite voiture avec les chiens. Voilà. Toujours pas de raison de changer. Non, mais je sais pas, toi, si tu devais choisir un effectif, si on te donne le choix entre les deux effectifs. Mais non, mais il y a encore des têtes de cons dans cette équipe que je peux pas prendre. Mais non, mais c'est vrai que leur gardien, il est insupportable. Mais non, voyons. Bizarrement, il est jamais dans les embrouilles. C'est bizarre, ça, quand même.
Ce mec-là, il lui arrive jamais. Ils ont perdu Tolisso, mais ils ont encore le petit Lopez quand même qui a supporté. Ça se passe tout le temps bien les matchs avec Mais c'est pas de leur faute. Il n'y a jamais des envahissements de terrain, jamais des... Tu comprends pas. C'est la l'ODC, c'est la coïncidence. Vous êtes vraiment médisant, quoi. C'est un club qui est stigmatisé, qui fait du bon boulot et tout. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas fini un match sans envahissement du terrain? C'est parce qu'il y a un président qui sait calmer les choses, qui ne met jamais de l'huile sur le feu et qui sait tempérer tout ça, heureusement. Voilà. On termine là-dessus et on souhaite une bonne fin de saison quand même. Non. On leur souhaite une saison pourrie. On espère surtout que l'arbitre cette année accordera le but à Ocampos face à Lyon. C'est vrai que cette année, voilà. pas trop d'histoire. Hein, la cadette est partie. Ouais. Mais Fekir, il est pas mal aussi quand même quand il tombe dans la surface. Hein. Ouais, mais ça marche moins bien quand même. Ça marche moins bien. Peut-être qu'il y a un moment, on a compris qu'ils avaient 3 fois plus de pénalty qu'une équipe normale. C'est vrai. Allez messieurs, on arrête là, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous jeudi. Voilà, jeudi. Ben oui, c'est trêve, donc pas d'Europa League. Du coup, Débat Foot Marseille, c'est jeudi. Merci messieurs. Vous pouvez dire au revoir à tout le monde. C'est maintenant. Salut. C'est gênant. Hein. Non, ça va. On est habitué de ça. Allez, merci. Ah non, dernière chose, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. C'est par là. Vous vous abonnez, vous cliquez et vous pouvez aussi appuyer sur les petits pouces bleus si vous aimez cette émission. Merci beaucoup. Ciao, ciao.